On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour Gonzague. Bonjour Thomas. Bienvenue sur le podcast de Génération Bien Commun. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Merci de m'inviter, c'est sympa. Ça fait quelques années qu'on se fréquente au travers des coulisses de la nuit du bien commun, dans lequel vous avez été l'un des premiers à embarquer à bord. Une équipe, j'étais pas seul, franchement. Il y avait surtout Pierre-Édouard Stérin qui était quand même l'initiateur de cette merveilleuse aventure. Quel a été un peu le mouvement de départ qui vous a fait embarquer Moi, dans ma vie, j'ai 66 ans, juste pour préciser, bientôt 67, mais dans ma vie, j'ai toujours été animé par le partage. J'ai beaucoup accompagné d'associations. Bien sûr, je suis dans un métier qui est le private equity, l'investissement dans les entreprises d'un côté, qui est un métier où on gagne bien sa vie. Et quand on gagne bien sa vie, c'est pas le problème de bien gagner sa vie. Plutôt, c'est de savoir ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne. Moi, j'ai toujours été motivé et en admiration devant les gens qui avaient des projets très orientés bien commun, très orientés humanitaires, humains, tournés vers l'autre. Vraiment, le principe du don m'a toujours passionné. La difficulté du don et du mécénat en général, c'est que c'est un coup de cœur d'une personne. C'est pas éternel. Et en plus, c'est pas forcément récurrent. C'est une fois pour toutes. Ça s'arrête. Et donc, les associations ou les initiatives qui bénéficient de ces dons ou de ce mécénat sont toujours à la merci du deuxième coup de cœur ou est-ce que la personne est toujours là? Est-ce qu'elle va toujours m'accompagner, etc. Et quand l'équipe du bien commun a proposé cette idée de dire, au fond, on va faire ça tous les ans, on va sélectionner des associations, on va donc ça va leur donner une image, ça va les marketer, et puis on va inviter 1000 à 2000 personnes dans une salle, et puis ils donneront comme ils le sentent, et au niveau qu'ils le sentent. J'ai trouvé ça absolument génial, parce que ça avait un côté très professionnel, répétitif et incroyablement généreux. Donc ça cochait beaucoup de cases. J'ai envie de revenir quelques instants en arrière, Gonzague, presque en vous demandant de vous présenter, mais avec cet angle que vous venez un peu d'approcher de cette culture du don et de l'engagement. Comment dans votre histoire, si vous nous racontiez en 2 minutes un peu, comment c'est né dans votre histoire depuis que vous êtes peut-être enfant? Est-ce que c'est votre éducation? Est-ce que c'est un jour une rencontre? Quelle est votre histoire sur l'engagement aujourd'hui? Mon histoire est la même de beaucoup d'êtres humains. Moi, je suis né dans une famille catholique, assez pratiquante, assez engagée. Mon père était le 11e d'une famille de 16 enfants, donc ça oblige beaucoup à partager. Ça fait une sacrée fratrie. Voilà, ça fait une sacrée fratrie. Et moi-même, j'ai 4 enfants et 11 petits-enfants. Et je pense que si on veut prendre conscience, dans la vie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le physique, le business, la famille et le spirituel. Le spirituel, on l'oublie toujours. Alors quand je dis spirituel, je parle pas forcément de catho, religion, musulman ou quoi que ce soit, mais le spirituel, c'est quel sens on donne à sa vie professionnelle, quel sens on donne à sa vie en général. J'ai des parents et une famille qui a toujours été attachés à ça, en disant il faut que tu trouves un sens à ta vie et dans toutes tes actions, il faut que voilà. Avec une petite phrase que j'ai vraiment chevillée au cœur et qui a été répétée par Monseigneur Petit qui avait célébré la messe d'enterrement de la mère de Clara Guémard, la femme du professeur Lejeune, en disant mais au fond pourquoi on arrive sur cette terre et puis on nous reprend la vie, on vous donne la vie et on vous la reprend. À quoi sert cette période sur cette terre? Et ben la phrase, réfléchissez-la bien, elle sert à apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Ça s'applique à sa famille, ça s'applique à ses collaborateurs, ça s'applique à son entreprise, ça s'applique à ses enfants, ça s'applique à ses parents. Apprendre à aimer. Et quand on est motivé par ça dans la vie, tout est mieux. Concrètement, j'ai été très tôt un peu embarqué dans des associations, commencé par l'association de parents d'élèves, puis après des associations de tournées vers les autres, et puis une rencontre, en plus de ce fond que j'avais en moi, c'est celle d'André Mullier. André Mullier qui avait créé le réseau Entreprendre et qui avait dit finalement je vais créer ce réseau pour essayer de me rattraper parce que Fildar avait déposé son bilan et il avait perdu près de 600 salariés.
sur 3 idées très simples. L'important, c'est l'homme, la réciprocité et la gratuité. 3 principes marqués nulle part, il n'y a pas de statut. Simplement, quand vous créez une association du réseau Entreprendre en France, il faut que ce soit sur tous les territoires. Vous faites ça parce que vous pensez à l'homme d'abord, sens de l'autre. Vous faites ça gratuitement, c'est un don et du mécénat. Et vous faites ça parce que vous avez reçu un jour et il faudra que vous rendiez. Et ceux qui vont recevoir du réseau Entreprendre devront rendre. Et il m'a demandé de créer le réseau Entreprendre sur Paris et l'Île-de-France. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, au fond, je donne un vrai sens à ma vie professionnelle. Alors, la création à ma vie en général. La création de Raise, qui a eu lieu en 2013, était un peu la synthèse de tout ça, mais c'est ça qui m'a marqué. C'est que je me suis dit, au fond, le monde associatif, c'est un monde, pas forcément qui fait la quête tous les jours, mais c'est surtout, avant tout, un monde qui a un sens fondamental du bien commun pour une cause particulière. Les réfugiés, les SDF. Qui nous apprend à aimer cette cause, à aimer les personnes qui sont derrière. Et quelle est la plus belle preuve d'apprendre à aimer que d'aider ces gens qui ne font que ça pour ça? Un membre d'une association, c'est quelqu'un qui, a priori, était bien placé pour le savoir, Thomas, qui, a priori, a envie de changer le monde. On a envie de changer le monde. Et la jeunesse d'aujourd'hui a envie de changer le monde. C'est pour ça que c'est une opportunité fantastique de créer cet environnement du bien commun. Et voilà. Et donc, à sa mesure, André Mullier, lui, il avait envie de changer le monde parce qu'il trouvait que le monde a été trop dur avec lui, avec le dépôt de bilan de Fildar. Et moi, je pense que je suis animé comme d'autres. Il y en a plein d'autres. J'ai envie de changer le monde, mais je veux pas être aussi non plus un révolutionnaire activiste qui veut mettre tout par terre pour changer le monde. Changer le monde, ça veut pas dire tuer le monde d'aujourd'hui pour en créer un autre. Ça veut dire transformer le monde. Et c'est pour ça que je crois fondamentalement, mais on en parlera peut-être plus tard, c'est que le don et le mécénat, c'est fantastique. Il faut toujours que ça continue. Et je pense qu'il faut le faire pivoter un petit peu vers le partage du profit. Parce que une association qui reçoit un don d'une personne physique, c'est une chose, mais une association qui reçoit un pourcentage d'un profit d'une entreprise, c'est beaucoup plus récurrent et ça donne du sens à tout. C'est plus stable, c'est plus fiable, ça irrigue. Effectivement, c'est bien. On rentre dans une économie circulaire qui est du coup beaucoup plus forte, plus vertueuse aussi, autant pour les collaborateurs d'ailleurs que pour tout le monde s'y retrouve. On avait créé à l'époque avec Clara Guémard, mon associé, un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour l'économie bienveillante. C'était un truc très simple. Il y a à peu près, je crois, 4800 signataires aujourd'hui. Vous pouvez regarder sur Internet, mouvementéconomiebienveillante.com. Le principe est très simple. À partir du moment où vous créez une boîte, où vous avez une entreprise et vous décidez de partager une partie de vos ressources, que ce soit votre résultat, votre chiffre d'affaires, ou de donner du temps si vous n'avez pas d'argent, au profit d'une cause dans votre secteur d'activité, et qu'en plus vous impliquez l'ensemble de vos collaborateurs à cette cause, tout est mieux. Les clients vous préfèrent, les salariés ont un sens à leur vie professionnelle, les fournisseurs, et la société s'y retrouve. Donc, beaucoup de grandes et de petites entreprises ont signé cette charte. Le premier exemple, c'était Nature et Découverte qui avait décidé dès le départ de donner 10% de son résultat à une fondation pour l'environnement. Et comment vous les avez convaincus ? On les a convaincus simplement par un texte très simple qui décrivait un peu plus en détail ce que je vous ai dit à l'instant, et les gens s'y sont retrouvés. Et donc petit à petit, de façon virale, puisque maintenant c'est le grand mot par les réseaux sociaux aujourd'hui, de façon virale, ça s'est diffusé et beaucoup de gens ont adhéré à la cause. C'est pas du tout, c'est ni un label ni un engagement, c'est simplement un mouvement en disant finalement si on fait les choses comme ça, tout est mieux. Ouais, c'est apprendre à aimer traduit au monde de l'entreprise. Apprendre à aimer. Qui nécessite pas effectivement de lever un étendard au-dessus de sa boîte pour dire voilà ce que nous on fait, mais c'est de le faire avant tout concrètement. Et quand je dis apprendre à aimer, il faut surtout pas y voir une connotation religieuse. Je pense que c'est un regard vers les autres. Je veux dire, on vit dans un monde où on est nombreux, on est 8 milliards sur la planète. Il faut apprendre à vivre avec les autres. Alors il y a son voisin, sa famille, son prochain, le côté citoyenneté, côté entreprise, mais si on a cette petite phrase apprendre à aimer dans toutes les relations qu'on peut avoir, quelles qu'elles soient, je trouve que ça rend la vie plus belle. Ouais, moi ça me fait complètement penser typiquement au genre café joyeux. Quand on y va, on redécouvre une forme de proximité avec ces personnes qui sont porteuses de trisomie 21. Et en fait, on apprend à aimer parce qu'on apprend à réduire la distance, voire la différence, parfois la peur qu'il y a entre nous. Et on apprend à aimer, et en apprenant à aimer, on se rend compte à quel point on peut s'apporter des richesses. C'était il y a quelques jours, le 21 mars.
on enregistre ce podcast le 23. C'est sûr qu'on Avec voit la Yann richesse, effectivement, de tout ce que Yann a pu permettre avec les cafés joyeux. Et je pense à Prête-moi tes ailes, à M21, à Tomber du Nid, toutes ces associations qui travaillent typiquement autour de ces notions du handicap et qui nous apprennent en fait combien c'est important d'aimer. Le Rocher également, Simon de Sirène. Ouais. En fait, la grande stratégie de ces gens qui veulent changer le monde comme Yann et plein d'autres, c'est d'apprendre à aimer, mais surtout sans parquer les gens. C'est-à-dire que la grande vertu de Café Joyeux, la grande vertu du Rocher, la grande vertu de Simon de Sirène, c'est je vous mets pas parce que vous êtes différents, je vous mets pas quelque part avec ceux qui sont différents comme vous. C'est plutôt je vais vous faire vivre avec les gens qui sont qui ont la chance d'avoir pas ce handicap ou pas ce traumatisme ou voilà. Et c'est ça qui est exceptionnel, je trouve, c'est que travailler ensemble, c'est un grand plus. Nous, dans l'entreprise qu'on a créée avec Clara, on est une entreprise à mission. Donc, une de nos engagements, c'est la parité et la diversité. Et on essaye je pense qu'on la respecte. La parité est totalement, ça c'est sûr. La diversité, oui, parce qu'on a plusieurs religions et plusieurs origines. Et ça se passe très très bien. Et c'est même, je veux dire, le regard de quelqu'un quand on a un projet commun et qu'on sent qu'il a envie de vous faire grandir, parce qu'il sait que si vous grandissez, je vais grandir moi-même. C'est juste magique. Apprendre à aimer. Ça me motive. C'est un mantra pour vous? C'est un peu un mantra, ouais. C'est un peu un mantra. Parce que, encore une fois, c'est dans le profond, c'est dans le quotidien, c'est dans l'anecdotique, je veux dire, je suis arrivé de la Tour Maubourg pour venir 13 rue du Roc. C'est loin, hein. Bon, en scooter. Bon, il y a un feu qui était un peu orange et je me suis arrêté et j'ai fait un grand sourire à un type qui, à mon avis, n'avait pas beaucoup l'habitude de sourire, un jeune un peu, à mon avis, qui peut peut-être être un peu agressif dans les manifs. Je lui ai fait un sourire, il m'a souri. Mais c'est fantastique. Un collaborateur qui a des difficultés, d'essayer de l'aider, de l'accompagner, de le voir grandir, de le voir surmonter ses difficultés, c'est fantastique, tout le monde s'y retrouve. Un enfant qui va mal, un enfant qui est panique, un enfant qui est en stress, un enfant qui a des problèmes, des petits-enfants qui... Enfin, voilà, moi je pense qu'on peut l'appliquer... Ouais, dans son quotidien, un peu partout. C'est depuis maintenant, c'est un mantra, ça y est, c'est bon. Ouais, ça y est, c'est ancré. Ouais. Excellent. J'ai découvert en creusant un peu votre vie une information que j'avais pas du tout. Vous avez reçu la Légion d'honneur? Eh oui. Dans quel cadre? Je l'ai reçu il y a 12 ans maintenant. En fait, parce que j'avais créé le réseau Entreprendre. C'était à l'époque je sais même plus quel était le président, c'était Sarkozy. Non, c'était Chirac. C'était Chirac. Et c'est sur la délégation de Chirac que j'avais reçu cette décoration. Bon, j'étais super fier. Enfin, tout le monde, j'ai beaucoup de mes copains qui m'ont dit, pour tu l'as demandé, alors ça va tu vas voir le melon, mais pas du tout. Moi, c'était un moment d'exception où j'ai pu inviter toute ma famille et tous mes copains en leur disant, si j'ai ça, c'est un peu grâce à vous, c'est peut-être grâce à moi, mais c'est grâce à aussi un état d'esprit commun. Elle m'était remise cette Légion d'honneur par un homme qui est mort très récemment, d'ailleurs, qui s'appelle Arnaud Lénart, qui était le président de Valourec, qui a été un vice-président du MEDEF, il était président de l'UIMM, un grand monsieur un grand protestant, qui m'a beaucoup conseillé professionnellement parlant et qui m'a remis cette Légion d'honneur au Sénat. Moi, j'étais super fier, puis il y avait mes parents qui étaient encore là, donc c'était très chouette. Et tout à l'heure, vous me disiez, quand on a reçu, on doit redonner derrière. Toute la fierté aussi du travail accompli qui vous amène à recevoir cette Légion d'honneur. Comment est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à redonner derrière? Ça vous crée des devoirs. Quand on vous met des étiquettes, ça vous crée un certain devoir. Il y a deux choses. Il y a le matériel et l'immatériel. Le matériel, je dirais qu'à l'extrême limite, c'est ce qu'il y a de plus facile à redonner. Je gagne tant, je décide de donner tant par an, je choisis mes associations ou je crée une entreprise. Ça se fait de plus en plus, mais c'est pas encore gagné. Ou dans mon entreprise, je veux lui donner un sens. L'immatériel, c'est autre chose. L'immatériel, c'est l'éducation que vous avez reçue, c'est les valeurs que vous voulez transmettre, c'est l'honneur que vous avez fait la République. Et ça se transmet par une attitude. Pas en étant exemplaire, mais en essayant de donner des exemples et voilà. Et je pense que et c'est un peu une difficulté de l'humanité, c'est que plus on monte en responsabilité, peut-être en pouvoir,
est-ce qu'il faut garder la moquette est parfois épaisse. Voilà. Est-ce que on a toujours cette phrase apprendre à aimer, tu vois, la perversion de l'homme. Moi, je pense que l'homme est fondamentalement bon, mais il est fondamentalement fragile. Et dans cette fragilité, il y a le fait que les petites musiques du diable qui vous disent tu peux avoir plus, tu peux être plus puissant, tu peux être plus séducteur, etc. Et ça, il faut y faire attention. C'est pour ça que je pense que dans le don et dans le partage et je dois redonner ce que j'ai reçu. Encore une fois, il y a le matériel et l'immatériel. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le spirituel. Et je vous ai entendu plusieurs fois d'exprimer l'argent comme étant une logique d'énergie qu'on peut redistribuer, qu'on doit réinjecter. Aujourd'hui, avec Raise, c'est quelque chose que vous mettez en place. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment elle est venue cette réflexion et comment, surtout concrètement, vous le faites aujourd'hui? Alors, pour être très sincère, moi, je fais ce métier d'investisseur en private equity, donc investir dans les entreprises non cotées depuis 41 ans. Donc, c'est beaucoup. Et avant de créer Ray, j'étais dans une entreprise qui s'appelait Keystone, que j'apprécie beaucoup, que j'ai co-dirigé avec d'autres. Et puis, ce monde du private equity est quand même un monde où on gagne beaucoup d'argent. Et j'ai toujours été, moi, très motivé par les dons que je faisais chaque année pour aider des associations qui partageaient mes valeurs et que j'appréciais. Ça veut dire que pour vous, dans le fond, il y a un vecteur qui est censé de se dire je vais travailler pour que le bénéfice de mon travail, je puisse le redistribuer derrière. Voilà. L'argent n'est pas quelque chose de mal. En fait, on peut chercher à en gagner et c'est encore plus vertueux si la logique, c'est cet objectif de redistribuer derrière. C'est exactement ça, avec un bémol, c'est que j'en avais un peu marre de dire soit je suis dans le don, je suis un bon philanthrope, soit je suis dans le business et je suis un mauvais capitaliste. Donc, opposer le profit à la philanthropie, je trouvais que ça devenait de plus en plus dur. D'autant plus que j'ai essayé de convaincre beaucoup de mes confrères investisseurs d'être assez exemplaires, ou de donner l'exemple en donnant beaucoup de leurs profits à des associations, et j'avais du mal. J'ai été traumatisé par une réunion que j'avais organisée. J'étais président de la FIC, le France Invest à l'époque, avec Maria Novak, qui est décédée il y a quelques semaines ou mois. Maria Novak qui avait créé le microcrédit en France. Elle a dirigé une agence que tu connais peut-être qui s'appelle l'ADI, l'Agence pour le droit à l'initiative économique. C'est un peu du réseau Entreprendre, mais avec des tickets de l'ordre de 2 000 à 5 000 euros pour aider des gens à se réinsérer en achetant l'aspirateur pour faire des ménages, des choses comme ça. Et puis à l'époque, j'avais proposé à des jeunes, il y avait 300 jeunes du métier de private equity, de dire, bah voilà, je vais vous présenter Maria Novak. On a fait une petite soirée avec un cocktail. Écoutez, est-ce que vous pouvez nous aider? Pas nous donner de l'argent, mais donner de votre temps. Et ça veut dire quoi, donner de votre temps? C'est que vous mettez une plage horaire où, par exemple, tous les lundis, à 9h, bah, vous avez une ligne téléphonique, on vous appelle, et que si quelqu'un a besoin de conseils pour créer leur boîte, vous rendez disponible, voilà, accessible. Vous rendez disponible pendant 1 heure. Bon. On fait cette speech, Maria fait son petit discours, il y a quelques questions-réponses. Moi, c'est un discours extrêmement motivant pour essayer de les pousser à le faire. Et à la fin, je leur dis, ben voilà, un tel qui est à la FIC se tient à votre disposition avec un cahier. Vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone et le nom de votre entreprise, et comme ça, on vous contactera. J'ai eu 2 noms. Ils étaient 300, j'ai eu 2 noms. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour 2 raisons. La première, c'est que je me suis dit, bah, j'ai mal fait la chose. C'est que j'ai mal présenté. J'ai pas réussi. Ouais, qu'est-ce qui a pas pris, quoi. Qu'est-ce qui a pas pris? Puis, la deuxième, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Enfin, c'est pas possible. Je veux dire, c'est des jeunes qui sont extrêmement bien traités. Donc, ça, c'est premier traumatisme, mini-traumatisme intérieur. Et puis, le deuxième, c'est que, et ça, j'étais en train de déjeuner avec Clara Guémard, et c'était en mars 2012. C'était en plein French bashing. Je sais pas si tu te souviens. Il y avait vraiment on n'était vraiment pas dans la French Tech. C'était vraiment on va imposer les plus-values comme les salaires. Hollande disait mon ennemi c'est la finance. Enfin bon, donc à l'époque c'était un peu morose l'esprit d'entrepreneurial. Et Libération a fait sa première de couverture avec marqué Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs. Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs. Et ça, je me suis dit avec Clara, c'est pas possible, faut qu'on fasse quelque chose. Donc on s'est dit, on va créer une fondation pour aider les startups en France, mais on va créer une grosse fondation. Mais le problème, c'est que pour créer une fondation, il faut retourner dans la même logique, il faut faire la quête, il faut aller voir des mécènes, des donateurs. Et j'ai dit à Clara, il y a peut-être une petite idée, c'est qu'on va faire le métier que j'adore, qui est le métier d'investisseur dans nos côtés, parce que c'est des histoires d'hommes et de femmes dans des entreprises. Mais les fameux 20% de plus-value qui reviennent à la société de gestion, on va la partager. On va faire 10% pour l'équipe, mais 10% pour la fondation. Et c'est ça qui a démarré l'histoire de Red. Et on s'est
pas rendu compte à l'époque qu'on avait créé un écosystème extrêmement vertueux. Beaucoup de gens nous ont dit, mais vous n'arriverez pas à recruter, vous payez 2 fois moins que le marché, c'est pas possible. Mais ils s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, on a une demande par jour. Parce que c'est un métier super, sympa, où on gagne bien sa vie, mais on donne vraiment du sens à sa vie professionnelle. Il y a combien de personnes aujourd'hui chez Raise? On va bientôt être 100, puisque dans tout le groupe, si je mets Raise avec tous les fonds, si je mets Raise Lab, dirigé par Paul Janès, qui est un lieu de 2800 mètres carrés, si je mets La Plume, qui est un centre de séminaire dans les Alpes-Maritimes au milieu d'une ferme de permaculture, parce qu'on dit que si on veut changer le monde, il faut se changer soi-même. Et si je mets La Graine, qui est une autre entité qu'on est en train de créer, on n'est pas loin de 100 là. Et donc ça commence à être un sacré bateau. 100 à parité, avec tous un supplément d'âme. Alors, tout n'est pas magique, hein, je suis pas un bisounours non plus, il faut quand même raison garder. On a une entreprise qui ne vit que grâce à ses actionnaires, qui nous ont confié de l'argent, donc il faut faire ça en professionnalisme. Et ce que l'on dit avec Clara à tous nos collaborateurs, c'est que si on n'est pas professionnel, on n'y arrivera jamais. Nous, on a vraiment les 3 P: parité, partage, performance. On est à parité, partage et performance. Alors on a 4 engagements sur l'entreprise d'émission, mais voilà, donc ça commence à être, et on est beaucoup jeunes. On a le moyenne d'âge, je crois, chez Raise, dans le groupe, c'est 32, 33 ans. Même on oui, donc vous faites office de l'ancien, de la bande. Je suis papy de la bande, ça c'est clair. J'essaie de rester jeune. C'est important. Et du coup, ce deuxième P, c'est le partage. Comment est-ce qu'aujourd'hui, du coup, les 10% que vous allez partager avec Raise, comment est-ce que vous choisissez les associations, les œuvres vers lesquelles vous voulez diriger? Alors, on ne peut pas donner à des associations aujourd'hui. Maintenant on peut le faire, mais avant on pouvait pas le faire, parce que la fondation que nous avons, qui s'appelle Raise Sherpa, est une fondation qui a un rescrit fiscal et qui a un agrément de mécénat d'entreprise. Ça veut dire qu'elle a un statut particulier. Elle ne peut aider que les startups. Je te rappelle que l'idée de départ, c'était de dire je veux aider mon pays, pour les contrer cette première de couve de libération. Et donc Raise Sherpa, qui a une 60aine de millions d'euros, ne fait qu'aider les entreprises commerciales, les startups. Et maintenant, on a créé une autre structure qui s'appelle Raise Don, qui elle est une fonds de dotation classique qui pourra aider les associations, quelles qu'elles soient. Et la thématique plutôt, c'est la précarité. Précarité sur l'enfance, précarité. Et comment on choisit? Eh bien, c'est là l'espèce de l'intelligence collective du groupe Raise, c'est que chacun participera à un moment ou à un autre au choix et à la sélection des associations qui vont être sélectionnées. Et donc, moi, je suis analyste ou directeur d'investissement dans une des entités du groupe Raise. À un moment, j'aurai mon mot à dire sur un choix d'association. Au-delà de ça, on a, avec Clara, et puis chacun de son côté, et parfois ensemble, quelques associations que nous, on aime bien. Moi, j'ai un petit regard un peu entrepreneurial sur l'association. C'est-à-dire que tu as des assos qui sont fantastiques, qui ont des idées fantastiques, mais on sent quand même que la personne qui la gère n'a pas l'esprit d'organisation. Quand on demande un business plan, ça les étonne. Voilà. Et ça, c'est dangereux pour eux. C'est pour ça que parfois je dis non, même si c'est très dur de dire non à une assoce. C'est dangereux pour eux parce que ils se vont s'embarquer dans une logique qui est pas forcément pérenne. Est-ce que ça veut dire que l'avenir des associations, il se retrouve quelque part, en fait, le long de la croissance des entreprises, et on le voit un peu avec le développement des startups? Est-ce que demain, finalement, association, c'est pas juste un statut? Je peux avoir une SAS, j'ai une association. Le modèle économique n'est pas tout à fait le même, mais il y a un BP, il y a une pérennité, il y a une vision. Tu as tout à fait bien vu. C'est exactement ce que j'aimerais par lequel ce monde associatif se transforme. C'est-à-dire que le monde associatif, il ne vit que par la quête. Je pense que la plupart des assos, les responsables des assos passent 3 mois, 4 mois, 30%, 40% de leur temps à lever des fonds et pas à s'occuper de l'association. Et si ce monde associatif se raccrochait comme une économie bienveillante auprès des entreprises qui sont motivées par leur thème, par une partie des profits, une partie des ressources qui va directement dans l'association, tout changera. Tout changera. Parce que c'est plus pérenne, c'est plus... Voilà. Moi, je suis... Mais donc, il ne s'agit pas de changer le modèle de l'association. L'association peut rester à vivre de dons. La question, c'est comment on pérennise l'arrivée de ces dons. Absolument. Pour qu'elle s'oriente vers l'extérieur, là où parfois l'entreprise a tendance à s'orienter vers l'intérieur, la recherche de profit, de bénéfices au profit des actionnaires, des collaborateurs. Trouver des ressources durables.
C'est ça le monde associatif. Et d'ailleurs, moi, ce que j'essaie de faire quand je donne, c'est de dire, je donne une certaine somme, je la divise par 3. Donc le responsable de l'association Enfance dit c'est un peu dommage. Il me dit non, mais je m'engage sur 3 ans. Tu vois, je pense que à la Nuit du bien commun, vous connaissez bien ça. Je pense que ça veut dire qu'il y a une notion demain pour le donateur de dire un peu cette association devient mon poulain. Je vais les accompagner dans la pérennité. Oui, parce que encore une fois, une association, c'est de l'entrepreneuriat social. C'est de l'entrepreneuriat social. Donc la grande difficulté des assos, c'est encore une fois de trouver des ressources pérennes. Et c'est pour ça que chez Raise, nous on a créé des outils qui offrent au monde associatif des ressources pérennes. Et ça, c'est fondamental. Je suis administrateur de la Fondation Bettencourt, qui est une des plus grosses fondations, même la plus grosse fondation en France, qui est extrêmement active sur le chant choral, sur l'art de la main, sur la recherche scientifique et aussi sur le social. Et je vois bien la difficulté de la Fondation Bettencourt. C'est que quand vous dites ils ont des moyens colossaux, ils s'engagent sur 3 ans. Généralement, parfois, ce don que fait la Fondation, ça représente 20 à 30, voire plus % du budget de l'association. Il faut qu'ils arrêtent un moment. Donc, quand à la 3e ils arrêtent, c'est panique à bord. Donc, c'est là où il faut, je pense, vraiment réfléchir au modèle. Encore une fois, comme tu le dis, pas remettre à plat le monde associatif, parce que je pense qu'il y a une démarche très forte qui est autre que la démarche de business. Il ne s'agit pas de faire du résultat. Mais encore que l'histoire de Phoenix, tu connais cette société Jean Moreau qui a créé Phoenix. Phoenix, le principe, c'est de récupérer les invendus de nourriture des grandes surfaces et de les distribuer aux grandes causes, genre Restaurateurs du Cœur, etc. Au départ, Jean voulait faire une association. Et en fait, il l'a pas fait. Il a fait une entreprise sociale, une ESU, je sais plus comment ça s'appelle, parce qu'il s'est dit finalement c'est mes profits qui vont être mes dons, tu vois, donc il réinjecte tous ses profits. Aujourd'hui il a 500 ou 400 ou 500 personnes, c'est une réussite incroyable et ça tourne. Voilà, donc je crois qu'il faut pousser sur l'entrepreneuriat social, pousser les entreprises à partager leurs ressources quelles qu'elles soient au profit d'associations en impliquant les salariés parce que ce sera une meilleure cause, sans changer le statut des associations. Et d'ailleurs, le monde de la jeunesse aujourd'hui est extrêmement demandeuse de ce genre de démarche. Il n'y a pas un seul CV que je vois où le jeune n'est pas passé pendant 6 mois ou 3 mois ou 1 an dans une association quelle qu'elle soit parce qu'il a envie de... Voilà. Donc sa première logique, c'est à quoi je sers. C'est pas combien je gagne, c'est à quoi je sers. On voit de plus en plus d'études sur les RH, sur la question un peu du sens dans l'entreprise. On voit des études qui sortent sur la semaine de 4 jours pour avoir des jours pour faire d'autres choses ou autres. Est-ce que, chez Raise, vous avez une réflexion dans cette politique RH pour que vos collaborateurs ils puissent avoir aussi une dimension d'engagement? On a beaucoup parlé là d'argent. On voit qu'un collaborateur de Raise aussi, quand il travaille, ça lui permet de redistribuer par le biais de Raise-Don. Mais est-ce que vous vous emmenez la réflexion à vous dire j'ai envie que mes collaborateurs soient engagés en mécénat de compétences ou même juste à titre perso avec éventuellement un agenda C'est amusant que tu dis ça parce qu'on a eu la semaine dernière notre 4e comité de mission. Nous sommes entreprise de mission, donc on a un comité de mission et notre comité de mission est entre autres présidé par Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, et Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. On lui a montré ce que l'on faisait. Alors, chez Raise, comment on fait? D'abord, il y a le cas de base. Nos 4 engagements, c'est le partage, la parité, donc on donne 50% de son gain, la parité, la mesure de la performance financière extra-financière et l'innovation au service du bien commun. Donc ça, c'est un engagement qu'on doit avoir tous les jours. Et donc notre métier est au service de cette mission et non pas l'inverse. Notre attitude, tous en tant que Clara Guémard, Gonzague de Blinière, Comex, c'est sens de l'autre, apprendre à aimer, etc., etc. Au-delà de ça, on fait plein de petites choses. On a 2 jours de télétravail. On a une salle de sport. On a des profs de yoga qui viennent. On a un outil qui s'appelle Vendredi où tous les vendredis, ils peuvent choisir des associations de leur choix, absolument de leur choix, et passer 2 heures par mois, alors 2 heures, on dit 2 heures, mais s'ils veulent passer la matinée, nous, on s'en fout, hein, franchement. Donc, on les engage à se motiver, à individuellement choisir leurs propres associations pour avoir leur démarche associative. Est-ce que, pour vous, c'est un indicateur, par exemple, que vous suivez le niveau d'engagement perso des collègues? Bien sûr. Sylvie Alvarez, qui est chez nous, notre DRH, suit ça de façon, non pas pour mesurer et mettre une quantification financière à tout ce qu'ils font, mais pour être sûr qu'on leur donne tous les moyens de s'épanouir
réagir et de faire ce qu'ils font. On est très soucieux de l'état de l'autre. Je pense qu'on est bien meilleur le jour quand on dort bien la nuit. Si on voit quelqu'un qui arrive, qui est pas très en forme, qui a un problème personnel, si on peut l'aider, on l'aide. Donc voilà. Donc c'est vraiment une démarche de tous les jours. Et puis avec quelques outils, comme je vous l'ai dit, on fait un Citizen Day. Chaque année, on fait un Citizen Day. On est parti l'année dernière, je peux dire, c'était nettoyer les berges de la Seine. Voilà. Et cette année, on a refait la même chose avec 2 autres associations. On a récupéré du plastique et des verres. On est parti, d'ailleurs, c'était drôle, avec Julien Normandie, qui était l'ancien ministre de l'Agriculture, qui travaille chez nous. Et donc, c'est des moments assez intenses où on remet notre petit supplément d'âme de façon matérielle. On remet l'humain au cœur du danger. Voilà. Et alors, pourquoi je parlais de mon comité de mission, c'est que quand on expliquait ça à Jean-Dominique et à Delphine, je mesurais la difficulté que eux ont s'ils veulent être entreprise à mission ou s'ils veulent donner ce supplément d'âme ou ce sens. Tu as 200 000 collaborateurs. Comment tu fais pour transmettre? Nous, on est 100, c'est rien. On est 90, c'est rien. Quand tu as 200 000 collaborateurs, chez France Télévisions, c'est, je sais pas, ils sont 4 000 ou 5 000. Donc, tu vois, l'énorme difficulté, l'enjeu qu'ils ont pour essayer d'adhérer à tout ce que font les jeunes entreprises, les jeunes startups, les jeunes PME, mais dans des grands groupes pareils, c'est très, très difficile. Et avec votre expérience, c'est quoi les conseils que vous donnerez aux chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui se diraient, tiens, en fait, je pourrais appliquer ça dans mon entreprise? Comment vous avez démarré au départ? Mouvement pour l'économie bienveillante. Vous êtes chef d'entreprise, vous créez votre boîte ou vous avez une boîte, vous avez envie de vous rapprocher de l'entreprise à mission ou donner du sens à votre métier, à vos collaborateurs. Mettez ce partage de ressources, quel qu'il soit et quel que soit le montant, dans une association au profit du sens de votre métier. Je donne un exemple, par exemple une menuiserie qui fabrique des meubles, on pourrait offrir à des apprentis, à des gens qui sont dans des difficultés, sortis de prison ou je sais pas quoi, tu vois, des stages, des choses comme ça, mais de l'inscrire dans le business même. C'est pas je fais ça à part, c'est pas j'ai ma petite fondation qui est ailleurs, c'est dans mon métier, ça fait partie de mon business, ça fait partie de ma vie professionnelle dans l'entreprise, d'autant plus qu'on est dans un monde où finalement le seul endroit où il y a un vrai lien social, où on peut influencer les choses, c'est un peu l'entreprise plus que la famille. C'est pour ça que l'entreprise a un rôle social fondamental. Et quand on a la chance de pouvoir aider des associations, je donnais un exemple qui est un peu théorique, mais imaginons que le groupe Orange, énorme groupe, dès le départ, ait décidé d'affecter une partie de ses résultats pour avoir un système pour donner aux SDF des téléphones pour qu'ils puissent se connecter au monde. Et que chaque agence puisse gérer cette démarche et ce don auprès je pense que ça donnerait un sens incroyable. Il y avait une start-up qui s'appelait Reconnect, je crois, je sais pas si elle existe encore. Parce que le problème des SDF, c'est qu'ils peuvent pas recharger leur téléphone. Pas facilement, puis ils ont pas de compte en banque, donc ils peuvent avoir un portable, ils pourraient à la limite le recharger, mais ils ont pas de compte en banque pour pouvoir avoir une carte SIM, etc. Et donc Reconnect, c'est une entreprise qui dit moi je décide d'avoir je sais pas 500, 100, 200 cartes SIM, j'ai distribué parce qu'il faut qu'ils puissent se connecter et retrouver un. Oui, d'ailleurs on en voit de plus en plus. L'autre jour j'étais avec Jean-Marc Potvin, on échangeait justement sur toutes ces thématiques-là avec son application Entourage. Et effectivement, on voit que c'est un enjeu, le mobile, et au travers des applis, permet aujourd'hui de réduire la distance qu'il y a parfois dans certains lieux de nos vies. Et typiquement, les personnes qui vivent en situation de rue aujourd'hui possèdent de plus en plus des smartphones, mais en fait, les problématiques du quotidien, ne serait-ce que les recharger, deviennent des vrais sujets. Tu vois, si on prend un peu de recul de notre discussion, c'est que il faut pas révolutionner le capitalisme. Il faut pas révolutionner le monde associatif. Il faut pas révolutionner le monde du mécénat et des dons. Mais il faut que ces gens travaillent de façon plus systématique ensemble. Et je pense que la chance que l'on a en ce moment, même si le monde est un peu complexe en ce moment, c'est que la jeune génération, presque plus jeune que mes enfants qui ont entre 35 et 40 ans, ont vraiment soif de ça. Et comme ils ont soif de ça, nous on voit bien, chez Raise, on a dû voir près de 5000 startups. La plupart des startups, c'est parce que il y a une idée de mieux vivre ensemble, de bien commun, etc. C'est ça qui les motive. Et
dans les entreprises qui existent, parce qu'il ne faut pas les oublier, celles-là, les anciennes, les vieilles entreprises, les vieux groupes industriels, les vieux groupes de services, etc. Il faut absolument rapprocher ces mondes de façon automatique, presque statutaire. C'était un peu l'idée de l'entreprise à mission, la loi Pacte qu'avait créé Jean-Dominique Sénard. Voilà. Et je pense que c'est le moment de le faire, c'est faisable. Je pense que les lois françaises et la fiscalité française le permet assez facilement. Il y a quelques petites choses, centaines de choses à changer, mais allons-y. Et donc, Raise et d'autres, et tous ceux qui ont signé le mouvement pour l'économie bienveillante, vont dans cette logique-là, et c'est pour ça que je suis assez optimiste sur l'avenir du monde. Ouais, je reconnais que je pense que l'avenir pour moi ne peut être que optimiste, que je crois profondément, effectivement, que l'homme est bon et que, de toute façon, même si parfois on part dans le mur, l'homme se relève toujours et réavance dans le bon sens. L'histoire semble le montrer, en tout cas, quand on regarde un peu en arrière, même s'il y a parfois eu des jolis murs, des gros murs. Je reviens juste un peu en arrière, Gonzague. Vous avez presque fait une dualité entre la famille et l'entreprise sur la notion, j'allais dire quasiment d'engagement, de transmission presque. Est-ce que vous qui avez été fils, père, aujourd'hui grand-père, comment est-ce que on engage sa famille, ses plus proches, ses enfants, aussi dans cette dimension, dans cette culture du don, de la générosité, du bien commun? Alors, la famille, il y a une petite règle, c'est les 3 C. Pas de critique, pas de conseils, que des compliments. Voilà. Donc ça, c'est déjà l'adage pour avoir la paix. Plus sérieusement, moi, je pense que nos enfants, ils nous appartiennent pas. Par contre, je pense qu'il faut leur donner tous les atouts nécessaires, non seulement des atouts, encore une fois, il y a le matériel et l'immatériel. Le matériel, c'est une chose, mais l'immatériel, c'est la façon dont on vit, la façon dont on se comporte, la façon dont et surtout de le dire. Moi, j'ai été élevé par des parents que j'adorais, qui sont plus de ce monde, mais qui étaient plutôt du style, si tu donnes, tu le dis pas, sinon c'est pas bien. Si tu as une action particulière, fais-le discrètement et ta main gauche doit pas savoir ce que fait ta main droite. Moi, je pense tout le contraire. Moi, je pense que au contraire, il faut... Qu'est-ce qui vous avez fait shifter? Ce qui m'a fait shifter, c'est que c'est peut-être ma nature. Je sais pas. Moi, je suis fier de donner. Je suis fier d'aider. Je sais pas, mais faire son chèque dans un coin sans rien dire, en prenant contact avec personne et que personne ne le sache, mais c'est trop nul. Moi, je sais pas. Moi, je suis fier de donner. Et je vois que la nuit du bien commun, quand on voit ces 2000 personnes qui lèvent chacun à leur tour des numéros pour donner, mais on les voit, ils sont contents, ça s'agite, il y a une espèce d'émulsion, et c'est ça qui était magique dans la nuit du bien commun. Donc, moi, je suis fier de le donner, et donc, je partage tout avec mes enfants. Je leur dis tout ce que je fais. Je leur demande absolument pas d'adhérer à ma cause. Vraiment, ils font ce qu'ils veulent. C'est vraiment leur truc. Moi, je fais ce que je veux. Avec mon épouse, on a nos propres façons de vivre, on a nos propres croyances, on a nos propres attitudes au milieu du monde associatif, mais voilà, je leur impose pas, mais je partage tout. Je suis extrêmement transparent. En partageant, l'intention derrière, c'est de devenir un peu modélisant et d'espérer que ça se propage. Parfois, certains de mes enfants doivent dire, écoute, ils nous emmerdent avec ces histoires, mais c'est pas grave, je continuerai. Et avec les petits enfants, c'est une relation très différente, encore plus magique, puisqu'on n'a pas le poids de la responsabilité éducative. Donc, il y a un petit lien supplémentaire qui existe entre les petits enfants et les enfants qui sont absolument magiques. Moi, je fais une petite anecdote, une petite parenthèse, un petit joke, un petit icebreaker dans notre podcast, c'est que j'ai un petit-fils qui s'appelle Malo, qui va avoir bientôt 10 ans. Et il vient à la maison et un mercredi matin, on prend le petit déjeuner ensemble et je lui dis, je vais partir au bureau. Et il me dit, mais Babou, parce qu'on m'appelle Babou, il me dit, mais Babou, tu vas travailler? Je dis, bah oui, mais il me regarde, il me dit, mais enfin, Babou, on est mercredi. Ça, je dois dire que c'était, voilà. Non, mais tu vois, donc, partager, transmettre, transmettre, c'est être transparent. Dans le mot transmission, il y a le mot transparence, tu vois, donc, voilà. Mais ne pas imposer. Comme dans l'entreprise, d'ailleurs. Je veux dire, une chose est, on peut pas forcer quelqu'un à avoir la même attitude vis-à-vis du monde associatif, du don, du mécénat, etc. Et puis, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Mais, quand on dit tout le monde n'a pas les moyens, si, en fait, on a tous les moyens. Donner une heure de son temps, une demi-heure de son temps, c'est une attitude. Apprendre à aimer. Ouais, c'est la posture avant en fait, que ce soit 1% ou 20%, c'est la posture qui compte avant tout, et que ce soit du temps ou de l'argent, on a tous une capacité de donner quelque chose. Voilà, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité.
Ouais, c'est aussi un bel adage que j'aime bien. C'est un peu toute l'aventure de la vie, mais si on retraçait justement, c'est quoi pour vous, Gonzague, l'élément, le moment où vous avez été le plus fier d'une action de don ou de générosité qui a permis de faire éclore quelque chose? C'est difficile. Il y a eu des moments. Il y a eu deux moments, un peu bizarre et un peu plus classique. Le plus classique, c'est que quand on a créé la fondation Sherpa et que on a fait notre premier prêt d'honneur de 100 000 euros à taux zéro à un entrepreneur qui créait sa boîte, je sais plus dans quel domaine d'ailleurs. Je me demande si c'est pas peut-être Mano, je sais plus. Enfin bref, une entreprise. Je me suis dit là c'est super parce que je fais un métier qui permet d'aider les autres. Et pas au détriment de la performance de mon entreprise. Donc ça, c'est un moment vraiment qui m'a... que j'étais pas le seul. Clara Guémard et toutes les équipes, d'ailleurs, on était vraiment ravis parce que notre système marche et on sent qu'il allait aller loin. Puis il y a une autre petite anecdote assez drôle, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, moi j'étais chez Barclays Private Equity, il y a un jeune gars qui avait un accent du Midi, qui avait les cheveux longs, qui vient me voir et qui me dit voilà, j'ai eu votre nom par je sais pas qui... Je crée une entreprise, je vais peindre, parce que dans les paysages de la France, les châteaux d'eau, c'est pas beau. Alors moi, mon entreprise, c'est que je vais décorer les châteaux d'eau avec de la peinture. Je suis peintre. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui dis, écoutez, je sais pas, je vais avoir du mal à vous aider. J'ai réfléchi, je lui ai filé un peu de sous, mais vraiment pas grand-chose. Je crois que c'était 5 000 euros de l'époque. Et puis je lui ai donné 1 ou 2 contacts en lui disant tiens, j'ai un copain qui travaille à Lyonnaise des Eaux à l'époque, peut-être que ça peut vous aider. C'est surtout le contact qui l'intéressait. Bon, il m'a dit je vous remercie beaucoup. Je l'ai vu 1 heure le gars, mais j'ai fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je l'ai mis en contact avec un mail et puis je lui ai filé 5 000 euros. 10 années passent et un jour par hasard je regarde un journal de France 3 Région, c'était France 3 Bretagne, et je vois ce gars, le même. C'était une émission qui était sur lui parce qu'il avait décoré près de 150 châteaux d'eau. Il avait peint. Et c'était une émission sur lui. Et il a dit à la télé, c'est un hasard de dingue, j'allumais le poste à ce moment-là. J'ai créé mon entreprise il y a 12 ans et c'était un peu difficile au début, mais j'ai rencontré un monsieur très sympathique à Paris qui s'appelait Monsieur de Binière. Et je pense que sans le contact qu'il m'avait donné à Veolia, je pense avec Lyonnaise des Eaux, je pense que j'aurais pas pu faire ça et ça m'a fait vraiment plaisir. Et si je peux donner des conseils à mes camarades entrepreneurs, c'est que franchement, ne négligez aucune rencontre. Parce que franchement, cette rencontre-là, quand j'étais monté à Paris, je me suis dit ça va servir à rien, etc. Là, j'étais fier. Là, j'étais fier parce que c'est vraiment l'effet papillon. C'est un petit coup de main et tout. Regarde ce que ça a donné sur ce type-là. Ça m'a vraiment marqué. Je raconte souvent cette histoire. D'ailleurs, peut-être que j'en change d'autres, mais franchement, ça m'a marqué. Donc voilà, ce serait une belle histoire à raconter à Malo. Ouais. Moi, le conseil que je peux donner aux jeunes, quel qu'il soit, monde associatif, monde entrepreneurial ou pas, ne négligez aucune rencontre. Ne négligez aucune rencontre. Dans toute rencontre, moi, on m'a souvent reproché dans mes anciennes boîtes, chez Equistone entre autres, que je faisais trop de BA, que je rencontrais trop de gens qui ne servaient à rien pour le business. C'est pas vrai. Ça sert toujours. Au moins pour la personne que vous recevez, et puis souvent pour soi. Alors c'est pas immédiat, ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 10 ans. Voilà. 10 ans. Ne négligez aucune rencontre. Excellent. Merci beaucoup, Gonzague. Je vais prendre ça comme le mot de la fin pour nos chers auditeurs. Apprendre à aimer. Apprendre à aimer et oser la rencontre quelque part. Que ce soit d'ailleurs avec la différence ou avec les gens que la vie nous permet de rencontrer. Merci, Gonzague, pour cet échange. Merci Thomas, c'était sympa. Bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.